Il y a 3 millions d'années, des éruptions volcaniques ont fait surgir l'île de la Réunion des profondeurs de l'océan Indien. Aujourd'hui, les volcans continuent de métamorphoser les paysages de l'île. Le plus ancien, le Piton des Neiges, n'est plus actif. Le plus récent, le Piton de la Fournaise, répand encore régulièrement ses coulées de lave. Le Piton des Neiges n'est plus en activité depuis environ 20 000 ans, mais il a laissé derrière lui ce paysage volcanique fait de parois abruptes, de reliefs sombres, basaltiques. Et le plus surprenant quand on arrive ici, c'est de découvrir des maisons, des villages, et même une ville, la ville de Sillaos. L'homme a trouvé le moyen, malgré le côté inaccessible de l'endroit, de venir s'installer ici. Alors pourquoi et comment les Réunionnais, au cours de leur histoire, ont choisi de venir élire domicile dans cet endroit? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Par le passé, le cirque de Sillaos n'était accessible que par des sentiers montagneux. En 1932, une route fut construite reliant le littoral à Sillaos en 40 km et 420 virages. Pour arriver chez Pascal Ouareau, agriculteur, il faut emprunter un chemin escarpé. Il vit sur les contreforts du Piton des Neiges, le plus haut sommet qui culmine à près de 3000 mètres d'altitude. Pascal, les nuages qui débordent sur les crêtes, ils vont finir par remplir le cirque de Sillaos ou... Oui, ça va pas finir par remplir carrément l'île. Ça couvre tellement vite, hein, et ces nuages que vous voyez là, ben, ça permet que l'hiver de rentrer carrément. Ça veut dire que toi, de temps en temps, tu es dans les nuages ici. Ça veut dire on est dans les nuages carrément, on voit pas le cirque, on voit plus les montagnes, on est vraiment isolé. Alors ta famille, elle est installée depuis combien de temps ici? Ça veut dire une centaine d'années. Hein. Mon grand-père, mon grand-père, ça veut dire mes parents ont vécu ici. Ça veut dire après ils cultivaient tous ces terres carrément. Hein. Ça veut dire 1,5 hectare qui était cultivable. Ça veut dire planter de l'ail, des petits pois, des fèves, des patates. Et après ils faisaient l'échange carrément sur Sillaos carrément pour des produits d'hygiène. Ah, ils faisaient du troc? Ils amenaient leurs produits à Sillaos, là sur le plateau? Sur le plateau, pour faire l'échange carrément. Voilà. Pourquoi les gens sont venus s'installer ici? Parce que c'est quand même un endroit qui est extrêmement difficile d'accès, très reculé. Si on revient dans l'histoire, déjà c'était les esclaves marrons, ça veut dire chasser carrément de leur maître. Donc ce sont des esclaves qui s'étaient échappés, qui sont venus trouver refuge ici. Voilà, exactement. Voilà, et qui est monté dans ces montagnes comme ça, c'est pour être en sécurité. Et ils ont créé des exploitations, ils étaient en autonomie ici, réfugiés. Ça veut dire, ils ont retrouvé le moyen de vivre vraiment dans ces montagnes comme ça, etc., etc. Et là, ce sont des maisons traditionnelles de la Réunion. Exactement, c'est des maisons typiques vraiment créoles. Hein. Ça veut dire c'est le patrimoine, hein. C'est l'histoire. Ça veut dire mes grands-parents ont vécu dans ces maisons comme ça. Ça veut dire c'est les premières maisons de l'île. Et elles sont couvertes avec quoi? Ça veut dire c'est couvert avec la paille de vétiver. Hein. C'est ce que vous voyez autour, vous voyez bien, tout autour comme ça, c'est planté comme ça autour. Ça veut dire ils servent à faire le toit, ça sert aussi à faire des tisanes avec. Tu fais de la tisane et tu couvres les... Exactement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que une famille entière habitait dans... Ça veut dire exactement, c'est une famille entière. Ça veut dire quand il y a plusieurs marmailles qui dormaient dans là carrément, bien sûr. La marmaille. Ouais, exactement. Les enfants, d'accord. Après, il avait le coin ici des parents. D'accord. Et ça résiste au cyclone? Et bien sûr, ça résiste au cyclone. Ça veut dire quand la pluie tombe beaucoup, si tu veux, la paille est pesée, c'est très étanche. Ah, et ça fait un poids aussi. Et c'est pour ça, si on fait bas comme ça, c'est pour résister au vent. D'accord. Parce que dans le cirque de Sillaos, t'es pas à l'abri des cyclones. On n'est pas à l'abri du tout. Dans le cirque de Sillaos, plus de 6000 personnes se répartissent entre villages et habitations isolées, les îlets. Ils y vivent essentiellement d'agriculture et de tourisme. Pascal Ouareau, lui, est tisanier. T'as quoi comme plante ici? Ici, j'ai du bois de reinette. Hein. Ça sent la pomme de reinette.
Ça sent la pomme, ça. Ouais, ça sent la pomme de Reinette. C'est pour ça qu'ils appellent ça bois de Reinette. Ah oui, une espèce de fraîcheur dans le... Ça veut dire en créole, on appelle ça honnête. Hein. D'accord. Voilà. Ça veut dire ça, ben, oublie pas pareil, ça veut dire on prend pas mal de feuilles comme ça, quelques feuilles. Ouais. Ça veut dire on fait une décoction, hein, carrément. Ça veut dire c'est utilisé pour toutes sortes de douleurs. Ça veut dire l'utiliser pour les douleurs articulaires et pour le calcul rond. Ça veut dire si on veut éliminer un calcul rond, c'est très très bien. Et ça, c'est avec tes parents que tu as appris tout ça? Tout ça, c'est avec mes parents que j'ai appris tout ça. Voilà. Ça veut dire c'est depuis petit, on suit ses parents et c'est comme ça on apprend vraiment la tradition, les plantes, etc. Là, vous voyez bien les rangs de vétiver, c'est la lutte contre l'érosion aussi. Ah, ça permet de fixer la terre? Ça permet de fixer la terre, ça veut dire les racines du vétiver, ça part à peu près 1 mètre en profondeur. Hein. Ça veut dire après les racines, ben, on utilise aussi carrément, ça veut dire pour faire des tisanes avec, ça veut dire pour les vers, ça veut dire on met aussi dans le linge pour les antimites, tout ça. Et les tiges du vétiver, j'utilise aussi pour les allergies. Ah, c'est vraiment la plante à tout faire. C'est la plante à tout faire, exactement. Et ta parcelle, elle a été terrassée ou les aplats sont naturels? C'est pas plat naturellement, ça veut dire qu'il y a pas mal de petites terrasses, c'est fait depuis longtemps. Les gens ont fait des petites terrasses et après on protégeait avec du vétiver ou ça des rochers sur la terrasse. C'est-à-dire que les premiers esclaves qui sont arrivés par ici ont commencé par aménager aménager le site, bien sûr. Vous voyez bien que le travail des terrasses, tout ça, c'est fait vraiment longtemps. Et tu as aussi les animaux? Bien sûr, on a des animaux, des poules, des petits cochons, bien sûr. Ah oui, il faut être autonome. Ça veut dire qu'il faut être autonome. Si on n'a pas les plantes, on n'a pas les animaux, si on n'a pas des fruits, c'est pas une îlette. Et c'est ce qu'on appelle le jardin créole? C'est ce qu'on appelle le jardin créole. Ça veut dire que c'est tous ces plantes que tu vois partout comme ça. C'est pas nu au hasard, hein. Ça veut dire qu'on plante comme ça. J'appelle ça un désordre organisé en fin de compte. Mais dans ce désordre organisé, c'est le jardin créole. Autour du Piton des Neiges, 3 cirques principaux se sont formés. Sillaos, Salazie et Mafat. Chacun offre des paysages particuliers suivant son exposition aux alizés. Le cirque de Mafat, lui, n'est accessible qu'à pied ou par hélicoptère. Depuis 2010, la Réunion est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité pour ses pitons, ses remparts et ses volcans. Un classement auquel Jean-François Bénard, amoureux de son île, a fortement contribué. Donc là, on est au centre du cirque. Oui, on est en cirque de Salazie et on voit en arrière-plan le rempart. C'est la signature de tous les cirques. Quasiment 1000 mètres de dénivelé. Second plan, les îlettes. C'est ces petits plateaux. Et au premier plan, la ravine. C'est-à-dire que toute cette mauvaise terre Badlands qui est effondrée et qui part à la mer. Donc le cirque qui se vide et qui va à la mer. Et est-ce qu'on a un peu une idée des mécanismes qui ont pu générer des paysages pareils? Il y a un volcan qui se crée. Il y a création quand il y a arrivée de lave. Et puis, depuis 200 000 ans, l'arrivée de lave a beaucoup calmé. Et l'érosion a pris le dessus. Donc là, on est dans la partie creusement. Destruction. Destruction. Après construction, destruction. L'érosion qu'on voit là, qui attaque des falaises et qui fait tomber des grands pans de cette falaise par écaille. Quand tu as 1 mètre ou 2 mètres de pluie qui tombe en une journée, ça fait des volumes d'eau énormes qui arrachent tout sur leur passage. Et le paysage qu'on voit est neuf, 200 000 ans, c'est rien. C'est-à-dire qu'à l'échelle géologique, C'est rien, ça bouge en permanence. C'est très intéressant parce qu'à mon échelle, j'ai vu cette géographie changer. Toi, tu as vu les reliefs changer? Ah oui, complètement. Au cours de ta vie? Oui, tout un pan de montagne tombé, par ailleurs un volcan secret. C'est le seul endroit au monde où on voit la géographie changer, la géomorphologie se mettre en place. C'est un grand privilège d'être ici. Mais du coup, c'est un endroit qui, comparé au littoral, apparaît comme moins confortable, moins facile à vivre. Alors pourquoi les gens sont venus s'installer ici, à l'intérieur des terres? Nécessité. La nécessité. L'île est habitée que depuis 350 ans. On a connu une période d'esclavage. Et c'était donc un des royaumes des marrons. Ah, et après cette période d'esclavage, dans les bars, il n'y avait plus de place pour tout le monde. Et donc les gens sont montés, sont installés sous la forme de paysans. C'est plus du tout la grande plantation de centaines d'hectares. Ce ne sont pas les gens riches qui viennent s'installer? Ah non, c'est les gens sans argent. Une île où, dans les bas, une partie des familles font fortune.
Et c'est les grandes exploitations, Et c'est les grands grands- domaines. Hein. Et une partie qui est laissée pour compte. Il fallait avoir une terre pour se nourrir. Bah, si on ne produit pas, on ne mange pas. Et pour exister sur un terrain difficile, il y a un prix à payer. Ce prix à payer est qu'on est sur un terrain stable qui risque de disparaître. Donc on a un champ et puis après le cyclone, on l'a plus. On va faire un autre champ ailleurs, mais c'est pas qu'ils le vivent bien. Mais c'est une donnée. On vit dans un pays instable et on accepte le prix que fait payer la nature. Jean-Marie Posé, responsable au parc national, a pour mission de protéger la forêt de Bébour-Bélouve. Alors je commence à comprendre pourquoi on parle de forêt de nuages ici. C'est tous les jours comme ça? C'est quasiment tous les jours comme ça en fait. C'est vraiment une caractéristique climatique qui est associée à ces altitudes-là sur une île tropicale. Et en fait, on a les alizés qui vont pousser les masses d'air chaudes et humides de l'océan, qui rentrent dans cette vallée qui est très encaissée, qui la conduit vers où on est. Et progressivement, en fait, ces masses d'air chaudes vont monter en altitude. Et on sait que lorsque l'humidité chaude se refroidit, ça forme des gouttelettes d'eau, ça forme des brouillards. Et donc, on a des forêts qui vont être baignées tout le long de l'année par ces brumes, brouillards et parfois des pluies. Jean-Marie m'entraîne au cœur de cette forêt qu'on appelle aussi forêt des nuages. Parce qu'ici, tu as ce qu'on appelle des espèces endémiques. 2 espèces sur 3, tu le trouves nulle part ailleurs qu'à La Réunion. C'est une biodiversité qui est remarquable. Donc, tous les arbres sont couverts de mousse. Les mousses, ils ont besoin de cette humidité, ils ont besoin de cette hygrométrie ambiante pour se développer. Et là, ils ont un terrain de jeu qui est exceptionnel. Et sur une île comme la nôtre, par exemple, la ressource en eau, c'est nécessaire, c'est indispensable à la vie. Et on s'est rendu compte que l'évaporation de l'humidité que contient ces mousses vont permettre de maintenir de manière régulière cette ambiance frais et humide indispensable à la vie que tu vois ici, tes petites fougères qui n'ont pas de racines, s'ancrent pas dans le sol, qui ont besoin de cette atmosphère, de l'eau contenue dans l'atmosphère pour vivre. Et toute la chaîne alimentaire associée à ces petits insectes, à la vie en général des forêts de montagne. Donc ça, c'est gorgé d'eau, ça. Ça, c'est gorgé d'eau, oui. Ah oui, c'est effectivement. trempé, ouais. À chaque fois où tu as défriché ta forêt, tu t'es aperçu que tu as des gros problèmes d'érosion, tu n'as plus de sol. Alors, le souci, parfois, c'est que justement, tu défriches ta forêt pour pouvoir faire vivre des hommes, tu vas faire vivre des familles. Tu défriches ta forêt. Après, en tropical, c'est l'une des caractéristiques, c'est que tu as des régimes de pluie qui sont importantes. Malheureusement, quand tu n'as plus de forêt, tes pluies tombent, ça te fait un régime torrentiel de surface, ça t'enlève toute ta matière organique de ton sol, ça te lessive ton sol, tu ne peux plus cultiver et tu souffres après de la sécheresse puisque tu n'as plus cette forêt qui te maintient l'humidité et la redistribue progressivement. Bah tiens, c'est pour piéger le kid. Et c'est un endroit qui est indemne de la pression humaine? Non, malheureusement non. L'homme, lorsqu'il a colonisé ces territoires, on ramenait avec lui des plantes qui viennent de l'extérieur. Alors, par exemple, celle-ci, qui n'a pas de fleurs, et celle-là, avec les fleurs violettes, c'est des espèces qui ont été ramenées et commencent à recouvrir tes zones. Mais ne modifie pas, ne bouleverse pas ton écosystème. D'autres, par contre, on peut parler par exemple du goyavier. Alors ça, c'est une espèce exotique qui est fortement impactante pour la végétation. Dans le monde, elle est reconnue parmi les fléaux dans les îles, parmi les 100 espèces les plus problématiques pour les écosystèmes. Cette espèce-là, qui nous vient d'Amérique du Sud, ont été importées sur l'île, notamment pour la qualité de son fruit. Il te ferait une petite baie qui est utilisée pour faire des confitures. La population adore, tu vois, ça fait presque partie du patrimoine. Et ce goyavier va progressivement transformer ton milieu. Mais il va remplacer d'autres essences? Exactement. En l'espace de très peu de temps, à l'échelle presque humaine, tu as des modifications du paysage qui est visible.
L'eau qui imprègne la forêt des nuages irrigue les cirques et les plaines de la Réunion en s'écoulant le long de ravines vertigineuses. De la ravine appelée le Trou de Fer dévalent de nombreuses cascades dans le cirque de Salazie, dont celle impressionnante du Voile de la Mariée. Dominique Cerveau en connaît l'histoire. Et là, ça coule à ce débit-là en permanence? Ça coule beaucoup, puisqu'on vient de finir la saison des pluies. Il y a beaucoup de cascades, comme tu vois, 5-6 cascades en moyenne. C'est le surplus de l'eau que la forêt ne peut pas contenir là-haut et qui se déverse sous forme de cascades. Et ça, c'est une eau qui est, pour être plus pragmatique, qui est exploitée. Ici, c'est des cultures ici. Alors là, il y a des cultures, comme tu vois, le légume phare de Salazie, cette légumineuse, cette cucurbitacée plutôt, eh bien, que tu vois, qu'on appelle le chouchou, qui vient du Brésil. C'est un légume qu'on appelle aussi le cochon végétal, parce qu'on peut utiliser du bourgeon qu'on appelle les braides, on peut utiliser le légume en lui-même en curry, en confiture, en daube, en gratin, tout ce que tu veux. Une sorte de courgette, hein. C'est une sorte de courgette, voilà, exactement. On mange toute la partie de la plante. Donc tout ça, c'est du chouchou, ça. Tout ça, c'est du chouchou. Et comme c'est que de l'eau, comme un peu la courgette, eh ben, il pousse naturellement, comme tu vois, dans l'eau. Oui, elle a un petit côté envahissant, ouais. Voilà, effectivement, mais ça ne nous gêne pas. Ça fait partie de nos paysages à nous. Au XIXe siècle, une autre particularité du volcan a attiré une population différente dans les hauts de l'île. Et donc ça, c'est une station thermale, ça. Voilà. Là, je t'emmène ici au niveau donc, du bâtiment que nous voyons là. C'est quoi ça? Ça, c'était l'établissement. Voilà, on rentrait dans les bains. Donc voilà un petit peu, ici nous avons les bassins. C'est les baignoires, hein? Ça, c'était les baignoires, oui, effectivement. On voit bien encore le carrelage que nous voyons là. Et l'établissement accueillait combien de personnes? Entre 50 et 60 personnes par jour à peu près. Donc il y avait un roulement et les gens accédaient ici. Ils prenaient leur bain, voilà, 1 heure, 2 heures à peu près. Et c'est comme ça que donc, ils restaient la journée ici. Et c'est de l'eau chaude naturelle qu'on va trouver dans ces thermes? Oui, voilà, ça vient des montagnes, donc du cœur du volcan du Piton des Neiges, qui est âgé quand même de 2 à 3 millions d'années. Ça a donné naissance à des sources d'eau chaude. On a exploité beaucoup puisqu'on connaît les vertus contre le rhumatisme, les maladies de la gorge, entre autres. Et qui vient prendre sa cure ici? Quelle population? Généralement, les aristocrates, ces familles riches, ils venaient se réfugier ici et ils profitaient vraiment de leur richesse pour bénéficier de ces cures thermales. La station thermale a cessé son activité, apparemment. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu un pan de montagne qui s'est décroché un peu en amont de cet établissement ici. Elle était tellement énorme, cette éboulis-là, que justement, ça a complètement obstrué donc, la source d'eau chaude. Okay. L'eau s'est refroidie et bon, il n'y avait plus d'intérêt d'exploiter encore continuellement cet émalisme. Ça a duré quand même près de 18 ans, de 1830 à 1848. Donc la source d'eau chaude s'est tarie brutalement du jour au lendemain. Voilà. Et on a décidé de l'abandonner. Au sud se dresse le Piton de la Fournaise, un volcan toujours en activité. Plus on s'élève sur la route du volcan, plus la végétation devient rare, tout comme les habitations.
Au bord d'un ancien cratère, je retrouve Christian Germanaz, géographe. Il s'intéresse particulièrement aux relations entre le volcan et les hommes. On a un village qui est caché par le rempart en face de nous. En contrebas, En contrebas, on a des îlettes. on a des îlettes. Au début du XXe siècle, ils étaient encore fortement peuplés. Et alors, on raconte toujours plein d'histoires. Lorsqu'il y avait le bal à la plaine des Cafres, il y avait quelqu'un qui venait en bordure du rempart en face et qui criait « T'es bal samedi !» Et alors les gens disaient « oui !» Et alors on les voyait le samedi après-midi monter sur ce chemin que l'on aperçoit ou qu'on devine là. On montait, on allait sur la plaine des Cafres, on passait la nuit dans les balles la poussière comme on appelait, on dansait toute la nuit, le lendemain matin on redescendait à Roche-Plate. Donc il y a aussi, je dirais, une histoire humaine qui est très forte dans ces grandes vallées des remparts, tout à fait extraordinaire. On a une très très belle lumière. Du haut de ses 2632 mètres, le piton de la Fournaise écrase le paysage de sa présence. C'est juste incroyable ici. On a l'impression en fait que c'est une marmite qui continue à bouillonner. Oui, on est là au bord du pas de Bellecombe, l'enclos Fouquet, qui est le dernier effondrement en date, 4700 ans, et puis en face, le piton de la Fournaise. Alors les volcans ici font l'objet de surveillance par les scientifiques, mais est-ce qu'ils intéressent, est-ce qu'ils suscitent la curiosité des gens qui habitent ici, les Réunionnais? Quel rapport ils ont à ces volcans? Je dirais que c'est vraiment un géosymbole de l'île. Donc il y a un attachement très très fort des Réunionnais à leur volcan. Dès qu'il y a une grande éruption, on se poste en bordure du pays brûlé pour contempler l'arrivée des coulées de lave dans l'océan. 1760, une grande expédition est organisée par l'ordonnateur et le gouverneur de l'île, donc le gouverneur Bellecombe. On doit le nom de la descente dans l'enclos, le pas de Bellecombe, à ce fameux voyage. Et puis Honoré de Crémont, qui était son ordonnateur, était vraisemblablement extrêmement passionné par le volcan. Et ce sont des expéditions scientifiques? Non, il n'y a aucun scientifique, ce sont des curieux. En 1760, c'est ce paysage qu'ils découvrent ou ça a été complètement remodelé par les éruptions depuis? On peut dire que c'est pratiquement le paysage qu'ils découvrent, sans certains cônes que l'on peut voir qui sont beaucoup plus récents. Ils montent donc jusqu'au sommet de la Fournaise. Le volcan est en éruption. Il y a une éruption. Il y a une éruption et là, Honoré de Crémont demande à un esclave qui accompagnait la compagnie d'aller voir au bord du cratère. Et là, il lui dit, si tu vas au bord du cratère, tu seras libre. Et là, quand même, ce qui montre que le volcan avait une dimension impressionnante, l'esclave refuse en disant non, je n'irai pas jusque-là. Aujourd'hui, on estime en moyenne le nombre de visiteurs au bord de l'enclos à environ 450 000 personnes par an. Et ce ne sont pas que des touristes, ce sont aussi des Réunionnais. Tout à fait, visiteurs, touristes et des Réunionnais emmenant leur famille, etc. Ce qui est assez étonnant, on est pratiquement dans un monde minéral, en imaginant qu'au fond, l'homme n'y est pas présent. Mais l'homme y est présent depuis quasiment le peuplement de la Réunion. Et l'histoire du volcan s'écrit également à travers cette histoire de l'appropriation véritable du volcan par la population réunionnaise.